Lundi 11 avril 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Nouvelle semaine, de nouvelles informations. Un autre ressortissant indo-pakistanais et un Malagasy ont été mis sous mandat de dépôt dans le cadre de l'exportation illicite de 49 kilos d'or saisis aux Comores le 28 décembre 2021. Ainsi, l'enquête sur cette affaire se poursuit. Plusieurs noms issus de réseaux d'exportateurs illicites de ressources naturelles ont également été mentionnés dans cette affaire. Cécile Vin et Yves Janel nous en disent plus. Un nouveau rebondissement dans l'affaire d'exportation illicite d'or de 49 kilos saisie aux Comores au mois de décembre 2021. Deux autres personnes ont été envoyées sous mandat de dépôt par le juge d'instruction en charge de cette affaire la semaine dernière. Il s'agit d'un Indo-Pakistanais, Din Mahmoud Ali, et son employé Malagasy. Rappelons que le 17 janvier 2022, le tribunal avait déjà déclaré que les noms des cerveaux dans cette affaire d'exportation illicite d'or de 49 kilos sont déjà entre leurs mains. Lancés par des sources proches de l'affaire, Kazaley Failaz et Pierre Steny ont été arrêtés en possession de l'or et qui tentaient de partir pour Dubaï ont donné ces noms qui restent inconnus du grand public. Cela afin de respecter les secrets de l'instruction. Néanmoins, aucune déclaration n'a encore été faite jusqu'à aujourd'hui et nul ne sait donc si cette personne mise sous mandat de dépôt récemment est le cerveau de cette affaire ou non. Outre Din Mahmoud Ali, l'identité d'autres personnes membres de ce réseau de trafic ont été dévoilées lors des auditions dans le cadre de l'affaire Aïssa Razaïvoul, selon toujours nos sources. Pour rappel, 6 personnes dans Aïssa Razaïvoul sont actuellement sous mandat de dépôt. Ces personnes sont impliquées dans des affaires d'exportation illicite de ressources naturelles et qui pourraient avoir un lien avec l'exportation illicite de 49 kilos d'or saisis aux Comores et de 73 kg 500 d'or saisis en Afrique du Sud. Toujours dans cette page divers, plus de 10 kilos de pierres précieuses ont été saisies par la police des mines, direction rattachée au ministère des Mines et des Ressources stratégiques, la semaine dernière à Mahajang. Aucun document légal de détention ou d'exportation n'a été trouvé chez le propriétaire, un ressortissant chinois. Les pierres sont actuellement entreposées à la Banque centrale de Mahajang. Reportage de Ruth Christelle Rakoutumalal et de Tante Livanjiam Razafniri, la correspondante de Viva à Mahajang. Rubis, saphir, béryl, diverses tourmalines, beryllium et corindon bleu, d'un poids estimatif de plus de 10 kilos, tels sont les types de pierres précieuses découvertes par la police des mines mercredi dernier au port de Mahajang. Selon les informations reçues, les pierres étaient sur le point d'être exportées vers la Chine. Les pierres précieuses ont été immédiatement entreposées à la Banque centrale de Mahajang. Selon les explications, la lutte contre le trafic illicite des ressources naturelles fait partie de la politique générale de l'État. À cet effet, aucune tolérance pour les auteurs de tels méfaits, lesquels seront donc immédiatement sanctionnés. Dans la page sociale, les sanctions s'appliqueront à partir de demain pour les détaillants, les grossistes et les importateurs qui ne respectent pas le plafonnement de prix sur les produits de première nécessité mis en place par l'État la semaine dernière. Tous les commerçants que nos journalistes ont questionnés sont au courant de cette mesure. Toutefois, certains détaillants ne peuvent pas encore l'appliquer car leurs stocks qu'ils ont acquis au prix non plafonné ne sont pas encore épuisés. Les détails dans ce reportage d'Aniana Martina et Judikael Ranjanirid. Le prix de l'huile de soja, de l'huile en vrac et de l'huile cachetée sont les seuls à respecter le plafonnement des prix. L'huile cachetée se vend entre 7 600 ariars à 9 500 ariars le litre. Certains détaillants vendent aussi l'huile en bouteille au prix de 9 200 ariars. Ces détaillants sont déjà en connaissance de ce plafonnement de prix. Pour cette épicerie, si elle a appliqué le plafonnement des prix pour l'huile, le sucre et la farine restent encore au prix d'avant, car selon le commerçant, ces PPN ont été encore achetés chez le grossiste à un prix supérieur, donc il a encore besoin de finir son stock. L'application des mesures mises en place par l'État est possible, mais cela dépend de toute la chaîne de distribution, selon toujours ce commerçant, en partant par les importateurs, les grossistes et enfin les détaillants. Le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation commencera à effectuer des descentes pour contrôler l'application de ce plafonnement des prix à partir de demain, accompagné des associations de protection des consommateurs, selon les informations.
Dans la page politique, la confiance du peuple envers le président de la République, Andry Rajoelina, reste toujours intacte 3 ans après son ascension au règne du pouvoir. Des organisations de la société civile ont effectué un sondage et 53% des citoyens questionnés ont affirmé vouloir encore voter pour le président actuel. Reportage de Judikel Ranjenirin. Voteriez-vous encore pour le président de la République actuel aux prochaines élections? C'est la dernière question sur les 4 questions posées dans le cadre d'un sondage sur les réalisations des véléranes présidentielles. 1104 personnes ont fait l'objet de sondages et les réponses sont claires. 53% ont répondu oui, 34% ont répondu non et les 13% restants n'ont pas donné d'avis. Nombreux sont les véléranes qui sont en cours de réalisation. Des retards ont été constatés, mais les statistiques sont claires. La majorité du peuple maintient encore sa confiance au président Andry Rajoelina. 53% des personnes que nous avons interrogées entendent encore voter pour l'actuel président. Tout simplement parce que, et nous avons posé la question, pourquoi est-ce que vous comptez encore voter pour lui? Donc les réponses que nous avons eues, c'est que l'entourage du président de la République et son équipe n'arrivent pas forcément à suivre son rythme. Je restitue sans filtre, excusez-moi, ce qui a été dit, parce que c'est l'éthique de la recherche, et que dans un contexte qui est peu propice, tel que la Covid-19, il est quand même intéressant de donner une chance à l'exécutif pour montrer autre chose que la gestion de la crise sanitaire. Il s'agit d'un sondage fait par des organisations privées, notamment les ONG Ivrar et Toulouse, appuyées par l'AFD ou l'Agence française de développement. Un sondage neutre donc et non pas une initiative de l'État ou encore de partis politiques. Il n'existe aucune dissension au sein des membres du parti politique TGV d'Amboujatchim. Ces derniers sont toujours prêts à soutenir les stratégies de développement instaurées par le président de la République, Andry Rajoelina, selon le président du parti Tanoura Malagasvoun dans le district d'Amboujatchim hier. Fanjesena Mireille et Yves Janel nous en disent plus. Les rumeurs selon lesquelles il existe une guerre intestine au sein du parti politique TGV d'Amboujatchim sont fausses. Le TGV reste uni et est toujours une force sur qui le président de la République peut s'appuyer dans le district. Selon le parti politique TGV, l'État travaille d'arrache-pied pour développer Madagascar et même si la gestion du pays est relativement difficile du fait des crises dues à la Covid-19 ou encore aux catastrophes naturelles. Néanmoins, nombreuses sont les réalisations de l'État et cela grâce au leadership du président de la République, selon toujours ce responsable du parti TGV. Le développement de Madagascar est déjà amorcé, le district d'Amboujatchim en bénéficie également, d'après toujours les explications. Les membres du parti politique TGV d'Amboujatchim ont prouvé leur union hier à Noussial. Ils disent être encore prêts à travailler avec l'État dans la réalisation des engagements présidentiels. Certains départements au sein de l'université d'Ankatz ont poursuivi leur activité pédagogique ce jour malgré la déclaration du CSS pour une journée morte pour toutes les filières et les départements aujourd'hui et demain. À l'origine de cette déclaration, le refus et la décision de la HCC sur la loi relative sur l'autonomisation de l'université en février dernier. Les détails avec Rose Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Les étudiants de la faculté de médecine ont quand même suivi leurs cours aujourd'hui, malgré l'annonce du CSS pour la suspension des activités au sein de l'université et des centres de recherche. Selon Andy, un étudiant en médecine, ils sont entrés à 7 h du matin et sont sortis à 9 h. Par ailleurs, ces étudiants avouent ne pas connaître les véritables raisons de la suspension des cours. À cet effet, ils déplorent le fait que leurs études sont toujours victimes des différentes grèves. Apparemment, le refus de la loi régissant l'autonomie de l'université par la HCC a conduit à cette suspension d'activité au sein de l'université et des centres de recherche. Nous avons essayé d'appeler le président du CSS pour lui demander de plus amples informations, mais il a été injoignable. Par ailleurs, des élèves sont encore venus faire la queue pour les procédures dans le cadre de la digitalisation de leur carte de bourse.
Ce qui fait l'actualité de ce jour également, c'est la semaine sainte après la fête des Rameaux hier dimanche. Les chrétiens entament à partir de ce jour la semaine sainte, une semaine pour se préparer à la fête de Pâques, la base de la religion chrétienne. Chaque église a son propre programme et essaie de se démarquer chaque année dans la célébration. Rappelons que des messes et des cultes se tiennent dans chaque église et temple chrétien en fin d'après-midi à partir de ce jour et cela jusqu'à dimanche, fête de Pâques. Et dans les actualités internationales, malgré sa légère avance au premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron devra convaincre au-delà de son camp pour être réélu à l'Élysée. Les principaux électeurs à aller chercher sont les quelques 22% qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Une tâche qui s'annonce ardue car alors que Marine Le Pen tente de faire du scrutin un vote anti-Macron. France 24. Une explosion de joie. Il est 20h, porte de Versailles à Paris, quand ces supporters d'Emmanuel Macron peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. J'étais pas inquiet sur le fait qu'il soit au deuxième tour, mais on était inquiet qu'il arrive en deuxième position et on était inquiet qu'il arrive sur un score très très serré avec Marine Le Pen. Là, quand même, 5 points, c'est pas anodin. 1h45 après l'annonce des résultats, Emmanuel Macron arrive enfin sur scène. De quoi faire monter l'ambiance. Dans la salle, satisfaction, mais également prudence. Si le président candidat est donné favori pour le second tour, chacun reste sur ses gardes. Ce soir, on est vraiment rassurés par rapport à tout ce qui est sondage, etc. Après, rien n'est gagné et il va falloir qu'on continue à mobiliser et à défendre notre projet parce que c'est pour les 2 semaines qui arrivent. Rien n'est gagné. D'autant plus que dans le camp de Marine Le Pen, l'espoir est au rendez-vous. La candidate du Rassemblement national dépasse son score de 2017. Pour ses militants, la victoire n'a jamais été aussi proche. Très heureux ce soir parce que c'est pas du tout une surprise. On a vu la dynamique de la fin de campagne et là elle est plutôt dans le haut des sondages qui étaient prévus. C'est un très beau résultat et qui nous donne des ailes pour la suite et pour le deuxième tour. Ici, on espérait une revanche du second tour de 2017 et on s'attend cette fois-ci à un tout autre duel. 2017, ça a été pas prête. Là, cette année, 2022, c'est mieux. Elle est mieux préparée et elle a plus de chances de passer. Après une soirée de fête, la mobilisation est désormais totale dans les deux camps pour ces 2 semaines qui s'annoncent cruciales. L'effondrement des anciens principaux partis de gouvernement de la Ve République, le Parti socialiste et les Républicains, est l'un des événements majeurs du premier tour de l'élection présidentielle et devrait accélérer la fragmentation du paysage politique français à l'œuvre depuis l'éruption d'Emmanuel Macron il y a 5 ans. France 24. Valérie Pécresse, symbole d'une déroute des partis traditionnels de la droite et de la gauche. La candidate des Républicains se retrouve sous la barre des 5%, le seuil de remboursement des frais de campagne. Un crash historique, jamais le principal parti de droite n'avait obtenu un score aussi faible. La différence avec la défaite de François Fillon en 2017 lors du premier tour est abyssale. Les Républicains ont perdu plus de 15 points entre les 2 élections. Je n'ai pas réussi, dans cette campagne atrophiée et en l'absence de vrais débats, à me délivrer de cet étau et à vous convaincre. Ce résultat est évidemment une déception personnelle et collective. J'assume en responsabilité toute ma part dans cette défaite. Immense désillusion également pour le Parti socialiste. Anne Hidalgo récolte moins de 2% des suffrages. Jamais dans son histoire, la formation de gauche n'a connu pareil échec. La maire de Paris fait bien pire que les 6% de Benoît Hamon en 2017, déjà vécu comme une catastrophe historique. Anne Hidalgo appelle à voter pour le président sortant, tout en promettant un bilan sans concession. Bonsoir. Je sais combien vous êtes déçus ce soir et nous tirerons bien sûr ensemble tous les bilans de façon objective. Nous travaillerons ensuite au rassemblement de cette gauche dispersée qui n'a pas su s'unir quand il le fallait. Une union des gauches bien difficile à mener pour le Parti socialiste, dépassé par les communistes et très loin du score supérieur à 20% de la France insoumise. Le futur du PS est plus que jamais incertain, comme celui des Républicains. La formation de Valérie Pécresse est loin derrière l'extrême droite, incarnée par le Rassemblement national et reconquête d'Éric Zemmour.
Les élections législatives dans 2 mois promettent d'être une étape décisive pour l'avenir des 2 formations historiques. Le premier tour de l'élection présidentielle française a eu lieu dimanche 10 avril au soir, plaçant Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête des votes. En Ukraine, la préférence va plutôt à Emmanuel Macron puisque Le Pen adopte une position pro-Poutine. Malgré la présence de Macron sur la scène internationale pour défendre l'Ukraine, Kiev demande davantage d'actions de la France, plus de sanctions envers la Russie, mais aussi plus d'armes. France 24. Le Pen, Macron, Macron, Le Pen, les dés sont jetés en France, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ici en Ukraine on a déjà choisi son camp entre le président sortant et une candidate accusée d'être pro-russe, d'être très proche, trop proche de Vladimir Poutine. Et pourtant il y a beaucoup de reproches qui sont faits au chef de l'État français, au gouvernement français et à la France. En général on reproche effectivement à Emmanuel Macron de ne pas utiliser le rôle moteur de la France au sein des institutions européennes pour peser plus. On voudrait que la France mette plus de pression sur l'Allemagne, sur la Hongrie notamment, pour enfin voter dans les sanctions qui sont prises à l'encontre de la Russie, un embargo total sur le pétrole et le gaz russe. C'est vraiment ça qu'on demande ici, puisqu'on accuse de plus en plus fréquemment désormais l'Union européenne de financer la guerre menée ici par Vladimir Poutine. Et puis enfin, on réclame à la France aussi plus de livraison d'armes. Les Ukrainiens ont besoin d'armes dans la grande bataille de l'Est qui s'annonce pour le contrôle du Donbass, et ils reprochent à la France de ne pas faire suffisamment d'efforts à ce niveau-là. Pour rappel, un chiffre, depuis le début du conflit, les Ukrainiens ont reçu 1 milliard d'euros d'aide militaire. 1 milliard d'euros, c'est ce que l'Union européenne verse à la Russie pour ses importations de gaz et de pétrole chaque jour. Dans la page sportive de ce jour, les 4 matchs allés dans le cadre des quarts de finale du championnat de Madagascar, première division, dans la discipline football Pro League, ont tous été des matchs nuls. Le COSFA et le CFFA se sont neutralisés au stade Manarapench de Mainz, même si les 2 équipes ont eu plusieurs occasions de but. Situation identique lors du match entre le disciple FC et l'AS Fanalamang au stade d'Elgeco Plus Bypass. À Fianarantsoa, le match entre Datu FC et Foussa Junior s'est terminé sur le score de 1-1. Et enfin, au stade Manarapench d'Ambujachim, où la Jessaya a fait un score égal avec Elgeco Plus. Les matchs retour des quarts de finale de Pro League de Madagascar se tiendront d'ici 2 semaines, c'est-à-dire les 23 et 24 avril prochains. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne soirée sur Viva. Au revoir.